Donc dans Fusion, il est nécessaire d'avoir quelques notions fondamentales sur l'image numérique. Donc on va revoir un peu des bases. Pour commencer, donc, je vais vous présenter des images sur Photoshop. Donc la première notion, c'est la notion de pixels. Une image numérique, c'est une juxtaposition de points appelés des pixels. Donc si on zoome suffisamment, on peut faire apparaître donc ces différents points. Ces points, donc appelés pixels, ils sont organisés sur un quadrillage, et ce quadrillage, c'est appelé une matrice. Là, ce qu'on appelle la définition d'une image, c'est le nombre de points qui va composer cette image. Et donc, en fait, souvent, ça s'exprime en nombre de points sur la largeur par nombre de points sur la hauteur. Donc, si on prend le cas du format Full HD, une image Full HD est composée de 1920 points de large sur 1080 de haut. Ça fait à peu près 2 millions de pixels. Donc, voilà pour la notion de définition. Donc, ensuite, la notion de synthèse additive. Donc, pour obtenir des couleurs sur une image numérique, on superpose 3 couches. Une couche de rouge, une couche de vert, une couche de bleu. Ce principe de synthèse additive s'applique lorsqu'on veut créer de la couleur par la lumière dans un environnement noir. Donc typiquement, un écran à la base c'est noir, et on va générer de la lumière en superposant 3 couches pour obtenir l'ensemble des couleurs. Vous voyez que si par exemple je superpose de la lumière rouge à de la lumière verte, j'obtiens du jaune. Si je superpose de la lumière bleue à de la lumière verte, je vais obtenir du cyan. Si je superpose du bleu à du rouge, je vais obtenir du magenta. Et si je superpose les 3 couches en même temps, je vais obtenir du blanc. Donc ça, c'est la synthèse additive. On utilise aussi un autre mécanisme qui s'appelle la synthèse soustractive en imprimerie, où là, on part d'un support blanc, le papier, et on va superposer 3 autres couleurs qui sont le cyan, le magenta et le jaune. Et en imprimerie, on utilise aussi le noir pour renforcer le noir sur les images. Donc ensuite, la notion de couche. Là, j'ai une image, couleur, où j'ai 3 couches superposées. Je peux les faire apparaître en allant dans l'onglet Channel de Photoshop. Je vois que par défaut, j'ai les 3 couches qui sont activées. La couche de rouge, la couche de vert, la couche de bleu. Donc là, c'est la couche de bleu qui m'indique la quantité de lumière sur cette matrice de pixels sur la couche de bleu. Donc je vois que tous mes pixels de la partie noire ont une luminosité à 0, et sur cette zone-là, sur ce cercle-là, la luminosité est à 100%. Et donc, ça veut dire que la couche de bleu est à son maximum à cet endroit-là. Pour le vert, la même chose, mais à un autre endroit. Pour le rouge, la même chose à gauche de l'image. Donc en fait, si je prends par exemple la pipette dans Photoshop, et que je clique sur le rouge, j'affiche les informations de couleur, je vois que sur le modèle rouge, vert, bleu, cette zone que j'ai sélectionnée, donc qui correspond au rouge qui est là, la couche de rouge est à 255, ce qui est le maximum. La couche de verte est à 0, la couche de bleu est à 0. Ici, la couche de rouge est à 0, la couche de vert est à 255, la couche de bleu est à 0, et ici, vous avez compris, c'est la même chose. Si je clique dans le noir, tout est à 0. Si par contre, je m'amuse à faire un cercle blanc, donc je vais dupliquer ce calcul-là, je vais mettre là, et je vais demander à ce qu'il soit blanc. Donc si je reprends ma pipette, là je vois que mes 3 couches superposées sont à 255. Ce qui fait que si je retourne dans mes couches, je vois que ce petit cercle blanc que j'ai dessiné se retrouve sur les 3 couches. Donc si après on joue avec des intensités différentes, plutôt que d'avoir sur chaque couche des ronds bien blancs, si par exemple je m'amuse à mettre une couleur intermédiaire, je vais encore dupliquer un de mes cercles, et je vais lui donner une couleur aléatoire,
Là, je vois que j'ai un subtil dosage entre les couches de rouge, les couches de vert, les couches de bleu. Ce qui fait que si je retourne dans mon affichage de couches, je vois que ce cercle-là, pour sa couche de rouge, a une intensité plus faible, il n'est plus blanc, il n'est pas noir non plus, il est dans un dosage intermédiaire, et c'est pareil pour les 3 couches. Voilà le principe d'une image multicouche, une image triple couche, c'est comme ça qu'on fait créer de la couleur. On superpose 3 couches et chaque pixel du matrissage contient un dosage dans ses rouges, un dosage dans ses verts et un dosage dans ses bleus, qui, une fois superposés, vont créer l'ensemble des couleurs disponibles et affichables sur votre écran. Donc maintenant, comment on fait pour avoir du noir et blanc ? Pour avoir une image en noir et blanc, on pourrait se satisfaire d'une seule couche qui indiquerait la quantité de lumière. En synthèse additive, pour obtenir du noir et blanc, il suffit simplement de régler chacune des couches, pour un pixel, dans une valeur égale ou à peu près égale. Si par exemple, je viens piquer un pixel noir sur cette image, je vois que ma couche de rouge est à 0, ma couche de vert est à 0, ma couche de bleu est à 1, mais elle pourrait être à 0. C'est juste que j'ai cliqué sur une zone qui n'est pas tout à fait noire. Si je prends une couleur intermédiaire, vous voyez que les 3 couches augmentent. Si vous suivez dans cette partie-là, vous voyez que les 3 couches augmentent progressivement à peu près sur les mêmes valeurs. Et donc, c'est comme ça qu'on obtient des gris, un dégradé de gris en synthèse additive. Il suffit simplement que les 3 couches soient très proches en valeur. Les 3 couches soient très proches en valeur pour obtenir un gris plus ou moins lumineux. Plus ces 3 couches se rapprochent de 0, plus le gris est sombre. Plus ces valeurs se rapprochent du blanc, plus ces valeurs sont élevées. On va voir à présent la notion de profondeur de couleur. Donc pour une couche donnée, un pixel peut prendre un certain nombre de valeurs. Vous avez vu précédemment que je pouvais osciller entre 0 et 255, c'est-à-dire que chaque couche peut avoir 255 nuances entre sa valeur la plus faible et sa valeur la plus élevée. Ce qui détermine le nombre de possibilités entre cette valeur la plus faible et la valeur la plus élevée, c'est le nombre de bits, c'est-à-dire la quantité de données accordée pour encoder cette image. Si on a une image encodée en 1 bit, ça signifie que chaque pixel peut prendre 2 valeurs, soit la valeur 0, soit la valeur 1, ce qui signifie pas de lumière noire ou de la lumière blanc. C'est le cas de figure de l'image que je vous présente juste ici. Vous voyez que je n'ai aucune nuance intermédiaire, je n'ai que du noir, que du blanc. Là, on est sur le cas d'une image 1 bit. Donc, comment on détermine le nombre de valeurs possibles en fonction du nombre de bits avec lequel a été encodée l'image ? Il suffit de prendre 2 et de le mettre à la puissance du nombre de bits. Par exemple, j'ai une image 1 bit en face de moi. Je fais 2 puissance 1, c'est égal à 2. Donc ça veut dire que cette image ne peut prendre sur chacune de ses couches que 2 valeurs. Le 0, le 1, donc le noir ou le blanc. Donc continuons sur une image 2 bits. Une image 2 bits permet 2 puissance 2 valeurs. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir du noir, du blanc et 2 valeurs intermédiaires. Donc, c'est le cas de cette image-là. J'ai bien du noir, du blanc et 2 nuances de gris intermédiaires. Le standard de diffusion actuel, c'est 8 bits, c'est-à-dire 2 puissance 8, soit 256 valeurs. Donc, pour une image en noir et blanc d'une seule couche, encodé en 8 bits, on aurait le noir, le blanc et 254 nuances de gris intermédiaires. Pour une image couleur, chacune des 3 couches, le rouge, le vert et le bleu, est encodée en fait de la même façon. Et on peut donc, pour un pixel donné, obtenir 256 puissance 3 possibilités, ce qui représente 16 millions de couleurs. Donc dans le cas d'une image couleur, on parle de nombre de bits par couche. Par exemple, donc pour une image 8 bits couleur, on parle d'une image en 8 bits par couche. Ce qui signifie que pour stocker la valeur d'un pixel, on a besoin de 3 fois 8 bits, soit 24 bits. Donc comment on évalue le poids d'un fichier image ? C'est assez simple.
En général, donc le poids d'un fichier, il s'exprime plus souvent en octets et pas en nombre de bits. Hein, on parle de fichiers qui font un KO, un mégaoctet, un gigaoctet. En fait, un octet, c'est égal à 8 bits. Sachant que pour un pixel d'une image en couleur, il faut 3 fois 8, soit 24 bits, et qu'une image Full HD, elle comporte 1920 par 1080 pixels, soit 2 73 600 pixels, une image Full HD devrait représenter 49 766 400 bits, ce qui lui confère donc un poids de 49 766 400 divisé par 8, c'est soit égal à 6 220 800 octets, ce qui vaut 6220 kilooctets ou 6,22 mégaoctets. Cependant, donc, les images telles qu'on les voit sur Internet ou sur vos écrans, elles sont souvent subies un traitement qu'on appelle la compression. Ce sont des algorithmes, des programmes qui vont repérer, qui vont aller chercher des modèles de duplication de pixels dans l'image pour faire en sorte d'alléger le poids de cette image. C'est le cas, par exemple, du format JPEG, qui est l'un des formats les plus courants qu'on trouve sur Internet. Donc parlons à présent des profondeurs d'encodage qui sont supérieures à 8 bits. Aujourd'hui, la majorité des écrans affichent l'image en 8 bits. Mais certains écrans professionnels, certains moniteurs de travail, ou encore des téléviseurs de nouvelle génération avec la norme Ultra HD, vont au-delà de 8 bits. Lorsqu'on travaille de manière professionnelle sur l'image, on travaille plus souvent en 16 bits ou en 32 bits. Donc, je vous laisse faire le petit calcul, comme j'ai fait précédemment, pour savoir le nombre de couleurs possibles qu'il est donc possible d'avoir avec ces profondeurs d'encodage. Alors, pourquoi travailler sur des valeurs d'encodage supérieures à 8 bits? Outre le fait de se préparer à l'émergence des futurs standards, on travaille sur des encodages élevés. D'une part, parce que dans les dégradés subtils, en 8 bits, on peut observer un effet qu'on appelle l'effet de bending. Vous voyez que, bon, là, on s'en rend pas trop compte, mais si je commence à zoomer sur cette image, je vois que j'ai des bandes. C'est tout simplement parce que, par rapport à la superficie de l'image, le nombre de nuances qu'une image 8 bits est capable d'afficher n'est pas suffisant pour avoir un dégradé lisse entre ces deux couleurs extrêmes. Donc ça, c'est la première raison. C'est pour éviter l'effet de bending qu'on constate essentiellement donc, dans les dégradés. Et d'autre part, dans les logiciels d'image, on accumule souvent des couches d'effets. À tour de rôle, on va augmenter, diminuer l'intensité lumineuse des pixels, et ce qui a pour effet de créer des approximations d'application d'effet en application d'effet. Donc, ce qui fait que la valeur du pixel, d'effet en effet, va se dégrader et ne va pas correspondre au réel réglage qu'on a fait. En travaillant en 16 bits ou en 32 bits, on obtient plus de subtilité dans l'image et ça se perçoit essentiellement dans les ombres. Quand vous avez une image avec beaucoup de lumière et beaucoup d'ombre, quand on est en 8 bits, les ombres sont... On perçoit très peu de nuances, c'est très sombre, c'est très aplati, alors que sur une image 16 ou 32 bits, on va pouvoir avoir beaucoup plus de nuances et donc percevoir les formes dans les ombres. Une autre notion à comprendre, c'est la notion de float ou int. Donc, dans Fusion, il est possible d'interpréter une image selon plusieurs modes. 8 bits int, 16 bits int, 16 bits float, 32 bits float. Donc ça, c'est l'outil background qui me permet de créer des aplats unis ou des dégradés. Donc si je l'affiche, tac, et que je vais dans son onglet couleur, je vois que j'ai réglé la valeur de rouge à 0,1, la valeur de vert à 0,2 et la valeur de bleu à 0,3. Donc ça fonctionne différemment de Photoshop, on n'est plus entre 0 et 256, on utilise un étalement des valeurs entre 0 et 1. Donc là, mon background est en 32 bits. Si je le rentre dans un outil de luminosité contraste et que je pousse, donc je vais l'afficher à droite, là pour l'instant la luminosité n'a pas été affectée, elle est à 0, donc j'ai la même couleur à droite et à gauche. Cette luminosité contraste, si je la pousse au maximum, hop, l'affichage avait disparu. On voit que ma valeur de rouge passe à 1.1, ma valeur de vert passe à 1.2 et ma valeur de bleu passe à 1.3. Donc, il a bien ajouté 1% de luminosité, 1%, 100% de luminosité sur les trois couches.
Donc on obtient un résultat qui est logique. Ensuite, si je le passe dans un deuxième outil brightness contrast et que là je fais l'inverse, donc je clique, je glisse ici pour afficher le résultat. Donc là le brightness est à 0, donc j'ai aucune modification, mes valeurs n'ont pas changé. Je soustrais 1. On retombe bien sur des valeurs qui sont complètement logiques. Donc je vais désafficher les deux. À présent, je vais passer en mode 8 bits. Donc image, 8 bits. Je vais remettre mon brightness à 0. J'affiche le résultat. Alors, vous voyez déjà qu'en mode 8 bits, il m'a modifié les valeurs. Il a fait des arrondis. Il a fait des arrondis de ces valeurs. Donc on voit que déjà par rapport à des valeurs saisies, on a des modifications. Donc ça, c'est lié à l'approximation qui est inhérente aux 8 bits. Mais on garde approximativement les mêmes valeurs. Si maintenant, je pousse progressivement le premier brightness contrast qui est ici, que j'ai affiché donc, dans le moniteur de droite, et que je le pousse progressivement, vous allez voir que voilà, toutes les valeurs vont borner à 1. Et pourtant, il me reste de la marge. Vous voyez ? C'est parce qu'en int, on ne peut pas aller au-delà de 1 en valeur. Donc maintenant, si j'affiche le deuxième, brightness contrast, et que, donc là je l'ai remis à 0, et que je soustrais, voilà, je viens à 0. Donc en théorie, en toute logique, si j'ajoute 1 et puis je retire 1, je suis censé retrouver mon image de base. Mais en mode 8 bits, étant donné qu'il écrète à 1 et qu'on ne peut pas aller au-delà, si j'ajoute 1 et que je retire 1, ça revient à 0. Donc c'est tout l'intérêt de travailler en mode float, et si possible en mode 32 bits float, parce qu'en mode 16 bits float, vous avez encore des approximations comme en 8 bits, comme on a constaté là, qui sont beaucoup plus légères, mais il y a des approximations. En mode 32 bits float, on peut dire qu'on n'a plus d'approximation. On a suffisamment de précision sur la manipulation des valeurs pour avoir d'effet en effet une modification cohérente des valeurs de luminosité de chaque pixel. Donc, qu'est-ce que ça change de travailler en 8, 16 et 32 bits? Pourquoi on nous donne la possibilité de travailler en 8 bits, sachant qu'il faut travailler en 32 bits? C'est tout simplement que travailler en 32 bits, c'est plus gourmand en ressources et en espace de mémoire. Quand votre logiciel doit faire des calculs sur l'image, sur une image où chaque pixel peut avoir des millions et des millions de valeurs, forcément, c'est plus long à calculer, c'est plus lourd. Donc, votre machine, elle a besoin de plus de ressources. Et en plus, les fichiers sont beaucoup plus lourds à stocker. Donc, le minimum recommandé quand on travaille de manière professionnelle sur un logiciel de compositing, un logiciel d'image, c'est de travailler au moins en 16 bits float. Donc, hop, les images, il faut les interpréter en 16 bits float. Donc, 16 bits int, c'est pareil que 8 bits int, sauf qu'on a plus de possibilités, mais on a un écrêtage à 1 et à 0, de la même manière que pour le 8 bits int. Donc, il est recommandé de travailler au moins en 16 bits float ou en 32 bits float pour avoir, quand on accumule des effets sur une image, d'avoir des valeurs, des modifications de valeurs qui sont cohérentes. Donc, on va voir à présent la couche alpha. La couche alpha, donc c'est une 4e couche qui est présente sur la plupart des formats de fichiers images. Donc, vous avez la couche de rouge, la couche de vert, la couche de bleu et la couche alpha. La couche alpha va déterminer la quantité de transparence de l'image par pixel. Donc, si cette couche alpha est blanche, là, je vais afficher par exemple cette image-là ici, et je vais demander à afficher la couche alpha. Tac. Donc, la couche alpha dit qu'elle est blanche ici et noire ici, ce qui veut dire que là où elle est blanche, l'image va être opaque, là où elle est noire, elle va être transparente. Et toutes les valeurs intermédiaires vont indiquer un degré de transparence de l'image combinée, c'est-à-dire sur les 3 couches, rouge, vert, bleu. Alors, si là, j'affiche les 3 couches d'un coup, je vois que c'est noir, c'est tout simplement parce que je n'ai pas mis le moniteur pour m'afficher la transparence. Donc, il me remplace la transparence, le damier de transparence, par du noir. Donc, voilà pour la couche alpha. Chaque pixel sur la couche alpha va avoir donc une valeur qui oscille entre le noir et le blanc, et plus c'est blanc, plus l'image finale sera opaque, plus c'est noir, plus elle sera transparente. Vous avez une autre notion qui est la notion de
couche alpha prémultipliée ou non prémultipliée. Donc là, à droite, c'est une image prémultipliée. Et à gauche, une image non prémultipliée. Dans une image où la couche alpha n'est pas prémultipliée, on préserve, malgré la présence de la couche alpha, on préserve quand même les informations de couleur. Dans une image non prémultipliée, dans une image prémultipliée, chaque valeur de pixels dans les couches couleurs ont été multipliées par la valeur de la couche alpha. Donc, par exemple, ici, on sait que la couche alpha, elle est à 0. Si vous suivez l'indicateur, on voit que la couche alpha est à 0. Donc, les valeurs de couleur de l'image, qui étaient celles-ci à la base, c'est la même image à la base, ont été multipliées par 0. Donc, chaque canal de couleur est à 0. Si on va dans les zones blanches, sachant que la couche alpha est à 1, les couleurs n'ont pas été modifiées. Donc, si j'affiche mon image finale, tout ce qui correspond à la partie noire de la couche alpha devient noir, et tout ce qui concerne la partie blanche de la couche alpha n'a pas affecté la couleur des pixels. Donc pourquoi travailler avec du prémultiplié ou du non prémultiplié ? Tout simplement déjà parce que vous pouvez décider de préserver l'arrière-plan de votre image et venir intervenir par la suite dessus si vous le souhaitez. Et aussi parce que quand on travaille avec des images non prémultipliées, on peut avoir des soucis au niveau des contours. Donc, il vaut mieux, en général, travailler avec du non prémultiplié, ça vous laisse plus de souplesse. Donc, comment on fait en sorte qu'une image avec une couche alpha non prémultipliée devienne prémultipliée ? C'est tout simplement en cliquant sur le fichier, vous allez dans Import, et vous demandez Post Multiply by Alpha. Et là, on obtient la même image. Et si je demande d'afficher la transparence sur un damier en cliquant ici, je vois bien que j'ai la transparence qui est prise en considération. Je peux donc faire apparaître, là j'ai un arrière-plan qui est rouge, qui est combiné donc dans un merge qu'on a déjà vu, qui permet de superposer deux images. Donc si j'affiche le merge, j'ai bien mon image superposée à mon arrière-plan, et on voit apparaître donc l'arrière-plan parce que la couche alpha a été prise en considération. Donc, dernière notion avant de clôturer cette vidéo d'introduction sur des petites notions techniques de base de l'image, la notion de mode de fusion. Donc, j'ai ici une image de ville et ici une image d'un dos de femme. Hop, je vais ajuster la taille. Je superpose ces deux images à l'aide de l'outil Merge, donc je vais l'afficher à droite. Et donc, on voit bien que mon image de premier plan est au-dessus de mon image d'arrière-plan, ce qui fait qu'on ne voit pas l'image de derrière. Un mode de fusion, c'est la façon dont vont être multipliés les pixels de l'image située au-dessus par l'image qui est située en dessous. Donc, quand vous cliquez sur l'outil Merge, vous pouvez choisir les différents modes de fusion en sélectionnant l'une des options situées dans le menu déroulant Apply Mode. Donc, si vous choisissez multiplier, la valeur des pixels des deux images vont être multipliées, ce qui a pour effet d'avoir ce rendu-là. Et vous avez toute une batterie donc, de modes de fusion qui vont permettre d'avoir des rendus différents. Donc, les modes de fusion, pour les comprendre, c'est par l'expérience. On joue avec et on commence à être habitué à leurs effets. Et puis, on choisit celui qui correspond le plus à l'effet escompté. Donc voilà pour cette série de vidéos qui vous a permis d'appréhender quelques notions élémentaires de l'image et qui va nous servir donc tout au long de cette formation pour mieux comprendre. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. C'est pas grave, ça vous empêchera pas de suivre le reste de la formation. Mais comme des fois je vais aborder certains aspects sans pour autant approfondir, j'ai préféré dans une vidéo aborder un peu toutes les petites notions techniques pour que vous sachiez ce que c'est qu'une couche, un pixel, ce genre de choses. Donc dans la vidéo suivante, on va vraiment attaquer les bases de fusion, donc c'est-à-dire son interface.